Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette séance plénière sur ce que les jeunes attendent des entreprises. Je m'appelle Maud Banwart. Je travaille pour l'entreprise Alefium qui évolue dans le domaine de la blockchain avec une équipe complètement distribuée. Partout, on entend que les jeunes ne s'engagent plus et demandent du sens dans leur travail. Alors approfondissons la question de ce qu'ils attendent des entreprises pour comprendre l'époque qui les a forgées, leur rapport au monde et replaçons la collaboration intergénérationnelle dans ce contexte. Afin d'échanger sur le sujet, j'ai avec moi aujourd'hui 5 intervenants d'exception qui vont maintenant se présenter brièvement. Merci Maude, bonjour à toutes et à tous. Je suis Muriel Touati, je suis partenaire éducation, recherche et innovation chez OnePoint. OnePoint est l'architecte des grandes transformations digitales et numériques qui positionne l'humain au cœur du réacteur. On aura évidemment tout loisir d'en parler. Ça fonctionne, oui. Enchanté, Augustin Courtier. De mon côté, je suis ingénieur de formation en informatique, même si ça fait 5 ans que je n'ai pas touché une ligne de code à part pour ma signature mail. Donc je suis un peu un imposteur maintenant, mais j'ai cofondé une asso en sortant d'école qui s'appelle Latitude, où le but c'est de pousser les personnes qui travaillent dans la tech à s'engager sur des thématiques. C'est bon. Pousser les personnes qui travaillent dans la tech à s'engager sur des thématiques sociales et environnementales. Et j'aurai l'occasion de le détailler également. Bonjour, je suis Samia Gozlan, je suis directrice générale de la Grande École du Numérique, qui, contrairement à ce qu'on son nom pourrait laisser croire, est à la fois un réseau de formation numérique inclusif et un observatoire à la fois de l'offre de formation numérique en France et des besoins de compétences des entreprises, ce qui permet justement de bien pointer les manquements qui existent actuellement. Pierre Paradinas, je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers et je suis aussi membre de la Société informatique de France, qui est une société savante la société savante de l'informatique. Et donc, le Conservatoire est une école à la fois d'ingénieurs, mais aussi d'autres formations. Et pour finir, Jasmine Manet, j'ai 26 ans, comme on n'a pas précisé. Les jeunes dont on parle, c'est aussi ma génération, je pense. J'ai cofondé un média d'orientation professionnelle quand j'étais étudiante qui s'appelle Vocation, si vous voulez aller voir et écouter, puisque c'est un podcast avant tout. Et plus récemment, une association pour travailler sur le triptyque transition, transformation, jeunesse. Grosso modo, comment est-ce qu'on prend soin d'une relève qui est un peu empêchée de prendre son envol avec les crises actuelles, et puis surtout comment dans l'entreprise, dans les organisations, on met au cœur du réacteur, pour reprendre les mots de Muriel, pour mener la transition durablement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors que maintenant que nous avons fait connaissance, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec un petit peu de définition. Donc, quand on parle de jeunes, qu'est-ce qu'on veut dire? Selon vous, Pierre, est-ce qu'il y a des jeunes ou les jeunes? Alors, c'est une question difficile. En fait, donc, je suis informaticien, donc je suis plutôt un scientifique. Donc, je vais avoir beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je ne suis pas sociologue. Je pense que c'est surtout une question qu'il aurait fallu poser à un sociologue. C'est quoi le jeune ou les jeunes? Donc moi, j'ai beaucoup de mal à y répondre. Et en fait, je vais quand même donner une réponse. Alors, je vous rassure, comme je suis scientifique, je vais être assez court parce que nos collègues des sciences humaines sont parfois un petit peu plus longs, même quand ils n'ont pas la réponse. Donc, je vais quand même essayer de faire court. Je pense qu'il y a... on parlait de la matière du réacteur. Alors, quand on met de la matière dans un réacteur ou quand on met de la matière dans un moteur à explosion, la matière qu'on met, c'est toujours la même. Donc, si vous avez une voiture qui aujourd'hui, avec un moteur atmosphérique, vous allez y mettre de l'essence et elle va fonctionner. Par contre, si demain vous y mettez du gasoil, je pense que ça ne va plus très très bien marcher. Et ben, en fait, je pense que la jeunesse, c'est exactement pareil. C'est vous qui avez parlé de moteur, hein, c'est pas moi. Donc, si les jeunes, après qu'ils seront moins jeunes, ils vont devenir je ne sais pas si on les appelle les travailleurs, c'est peut-être une autre forme de discours, mais des personnes qui travaillent ou des travailleurs. En fait, je pense que c'est très difficile de parler de matière parce que on n'est pas de la matière en fait. Et donc, je n'aurai pas de définition. Je pense qu'il y a autant de catégories ou de groupes de jeunes qu'il va y avoir de jeunes. Bon, alors,
effectivement, c'est un petit peu faux parce que ça ferait beaucoup trop de jeunes quand même. Il n'y a jamais trop de jeunes. Donc je pense qu'il n'y a pas les jeunes, mais il y a beaucoup de catégories à l'intérieur des jeunes. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut raisonner et aborder les choses. Et malheureusement, ce n'est pas une matière un peu unique, c'est une matière très diverse, très diversifiée. Un petit peu comme il y a plusieurs sortes d'essence, plusieurs sortes de gasoil. Puis maintenant, on change, on passe à l'électrique et tout. Je pense que la jeunesse, elle est un petit peu comme ça. Donc c'est un peu une matière aussi. Est-ce que quelqu'un veut rebondir un petit peu sur la réponse de Pierre ? Tu me regardes, en plus, je sais que c'était ta question suivante. Si je suis d'accord en partie avec cette proposition de réponse, en effet, je pense qu'on ne peut pas, mais toute génération confondue, tout âge confondu, il y aura beaucoup d'hétérogénéité dans une cohorte d'âge. Donc évidemment qu'on peut difficilement parler de la jeunesse avec un grand J, si ce n'est que nous, l'association, on a aussi un observatoire, donc on fait des études, de la recherche, beaucoup de veille de tout ce qui se dit partout ailleurs aussi sur les jeunes et l'entreprise. Et la définition que moi je pourrais vous proposer pour parler de les jeunes et la jeunesse avec un grand J, nous on regarde le concept de génération qui a toutes ses limites, puisque une génération c'est une cohorte d'âge qui est façonnée par des événements historiques, des événements de fond, des tendances. Pour la génération Z, qui pour moi, quand je regarde jeune, je regarde la génération Z, qui est celle née, pour vous donner un ordre de grandeur, entre 1995, 16 ou 17, en fonction de la définition, jusqu'à 2010. Donc c'est ceux qui aujourd'hui rentrent sur le marché du travail, qui sont peut-être depuis 2, 3, 4, 5 ans, et qui sont les juniors en fait, de nos entreprises aujourd'hui. Et cette génération Z, elle est évidemment hétérogène, évidemment on ne peut pas tout mettre derrière ce terme, mais le concept en soi il est intéressant, puisqu'elle est façonnée par la digitalisation, la mondialisation, des événements fondateurs comme le Covid, qui mine de rien a enfermé à un moment critique de sa vie, le moment où on prend son envol, on devient adulte, on commence sa vie active, toute une génération qui a été façonnée forcément par ces événements communs. Et en l'occurrence, moi quand je regarde les jeunes, si je peux juste vous donner quelques éléments, c'est d'une part, en mon sens, presque un nouveau cerveau, un nouveau rapport au digital, ce que Michel Serres décrit super bien dans Petite Poussette, que je peux que vous inviter à lire. C'est un nouveau cerveau dans le sens où à la fois il y a ce rapport à l'instantané qui est très très présent, ici et maintenant, dont on parlera probablement après dans le rapport au travail, mais aussi une nouvelle façon potentiellement de réfléchir et d'avoir une pensée complexe. La mémoire, on n'a plus besoin de l'avoir en tête, elle est externalisée dans nos portables, dans tout ce qu'on fait et tout ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est aussi un nouveau rapport au temps, dans un temps qui ne sera pas meilleur demain, on en a bien conscience. Un temps assez bouché, en fait, un horizon qui est bouché, et un temps d'urgence, et une sensation de grande urgence, je pense, qui caractérise cette jeunesse, d'urgence d'agir, parfois avec entêtement et radicalité, je vous le conçois, mais une urgence à se bouger, et puis surtout, dans ce cas-là, un nouveau rapport au travail, dans un contexte de pandémie et de crise à répétition dont on ne peut pas ignorer les effets, et donc une détresse, je ne vais pas plomber l'atmosphère, mais je pense une détresse qui est à la fois financière, tous les chiffres le montrent, une détresse scolaire. On a beaucoup de professionnels de l'éducation ici, je serais ravie d'avoir vos éclairages sur le sujet, mais où on a été coupé dans nos apprentissages, à la fois à l'école et en entreprise, par un 100% en ligne un peu forcé quand on avait accès à avoir cette capacité à passer en ligne, et puis surtout une détresse psychologique qui, je suis sûre, vous sentez tous, une détresse, une sorte d'anxiété, d'incapacité à se projeter dans le futur, d'éco-anxiété pour une grande partie d'entre eux, qui façonnent du coup forcément un rapport au monde, au travail, à l'entreprise, on y reviendra, qui pour moi caractérise ce qu'on pourrait appeler la jeunesse avec un grand J, même si, comme Pierre, je voudrais prendre beaucoup de guillemets et faire attention à ne pas mettre derrière un mot toutes les réalités, puisque finalement c'est un peu au cas par cas aussi. D'accord, merci beaucoup pour ce complément de réponse. Et du coup, on entend toujours les jeunes. Est-ce que les jeunes ont vraiment, donc on a exploré des pistes de changement et d'expériences uniques que les jeunes ont aujourd'hui rencontrées, mais est-ce qu'ils sont si différents des jeunes des générations précédentes? C'était Jasmine. Après, je laisserai la parole, évidemment. Mais, je pense que chaque génération ne se ressemble pas et a quand même plein d'éléments communs. Enfin, les choses se répètent. On parle beaucoup de fracture générationnelle en ce moment dans les médias. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps.
On trouve des citations sur des poteries à Babylone jusqu'à aujourd'hui de conflits générationnels. Donc je pense qu'il y a beaucoup de traits communs et en même temps de différences. Et à mon avis, la différence, elle est, comme je disais, dans ce rapport au temps, où il y a plus ce concept de linéarité, en fait, je construis ma vie pour qu'elle s'améliore de bout en bout. Et puis donc un rapport à l'entreprise qui est très différent et mais qui n'est pas un trait de jeune. Je pense que les jeunes, c'est vraiment une loupe sur ce qui est en train de se passer chez tout le monde. Et quand on parle d'attente, par exemple, de flexibilité au travail, je suis sûre que mes voisins vont en parler bien mieux que moi, mais c'est quelque chose qui concerne tout le monde. En fait, c'est pas parce que les jeunes le brandissent haut et fort que ça concerne pas les autres générations. Je pense que tout le monde est en mutation. Et chez eux, c'est très vocal, c'est très fort, mais que j'ai beaucoup de mal à dire que les jeunes ont changé, puisque en fait, c'est un peu l'histoire du temps, quoi. Parfait, merci. Et du coup, Augustin, au sein de Latitude, vous avez pu justement, vous pouvez continuer à expliquer un petit peu pourquoi ce n'est pas que les jeunes, que ce besoin, ces changements d'attente envers les entreprises n'impactent pas que les jeunes. Oui, effectivement, c'est vrai que dans notre communauté, donc, il y a un peu plus de 4000 personnes, donc des gens qui travaillent dans le numérique, qui vont vouloir adresser des sujets comme la sobriété dans le numérique, la diversité, les enjeux d'accessibilité, de respect des données, donc des gens qui s'intéressent un peu aux impacts sociétaux du numérique. On a un tropisme, pas mal de jeunes au sens de l'âge, étant donné qu'on travaille beaucoup avec des établissements du supérieur, justement pendant les formations et après, mais pas que. Et c'est vrai que notre chemin chez Latitude sur ce sujet-là nous a amené à nous dire, mais vu qu'on est aux invitations lecture, je vais parler du Petit Prince, mais à aussi parler de cette capacité un peu d'émerveillement tout au long de la vie, à changer ses habitudes, se remettre en question, qui est assez importante et qu'on ne voit pas que chez des jeunes en âge. Et tout comme à titre personnel, le fait d'être entrepreneur, ça m'a aussi beaucoup interrogé sur ce que c'était entrepreneur, et je suis vachement revenu sur la définition que j'avais il y a 5 ans, qui était monter un projet ou créer un projet, alors qu'en fait c'est plus une posture qu'on peut avoir même dans des structures existantes. Je pense que la notion de jeune, au sens où je vais l'utiliser par la suite, c'est aussi des gens qui restent jeunes toute leur vie dans leur tête et sont capables de continuer à s'émerveiller, se remettre en question, changer leurs habitudes pour s'épanouir et épanouir les gens avec qui ils travaillent. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour pour l'instant du sujet des jeunes. Et qu'en est-il de l'entreprise? Parce qu'on parle, ce que les jeunes attendent des entreprises. Qu'est-ce qu'on entend par entreprise? Est-ce entreprise avec un grand E? Muriel? Merci, je suis totalement d'accord, Augustin. On est jeunes quand vous posez la question les jeunes ou des jeunes. Je pense que les jeunes, on est tous des jeunes dès lors qu'on est dans l'émerveillement et dans l'étincelle de la vie, qu'on soit dans l'âge qu'on soit jeune, effectivement, ou qu'on soit des jeunes, mais qu'on peut être également beaucoup plus âgé. C'est le cas, et j'aime beaucoup cette table ronde parce qu'elle, finalement, elle traite d'intergénérationnalité aussi, et chacun d'entre nous sont aussi des jeunes. Je suis aussi d'accord avec ce que disait Augustin par rapport à qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur. Moi, je suis convaincue, et chez OnePoint, on le traite énormément, et je reviendrai sur OnePoint, l'entreprise et sa relation évidemment avec l'attractivité des talents, et notamment des jeunes talents. C'est comment façonner sa condition à être entreprenant pour devenir une vraie posture d'entrepreneur et non pas une imposture. Et je pense que pour être effectivement une posture d'entrepreneur, pour avoir un projet et vouloir le monter à l'échelle, il faut d'abord être dans la posture de l'entrepreneur, autrement dit, travailler ce qu'on est intrinsèquement, c'est-à-dire cette audace, cette temporalité rapide dont on parlait tout à l'heure, cette agilité, la prise de risque, le fait de ne pas avoir peur aussi de l'échec, autant d'ingrédients culturels qui sont façonnés dans notre culture française, hein, on doit le dire. Moi qui viens d'un écosystème à 4000 km d'ici et qui ai beaucoup travaillé pour l'écosystème de l'innovation israélien, on peut faire effectivement ce comparaison en voyant que les entrepreneurs en Israël sont d'abord des entreprenants et qu'en France, on fait de l'excellente recherche, mais on ne sait pas nécessairement comment accoucher de cette même recherche. Chez OnePoint, pour revenir à l'entreprise avec un grand E, pour le coup, c'est vraiment une entreprise avec un grand E, OnePoint. Pourquoi? Parce que, je le disais, l'humain est au cœur du réacteur. Des valeurs très puissantes incarne OnePoint. D'abord, dans sa façon de gérer sa dimension humaine. OnePoint est un cabinet conseil, mais c'est aussi beaucoup plus que ça.
pardonnez-moi, c'est un cabinet de stratégie, c'est un cabinet de technologie, c'est un cabinet qui fait de l'opérationnel, qui fait du design, qui couvre en fait tous les champs les plus pointus de toutes les transformations digitales et numériques. On est façonné en communauté chez OnePoint, en communauté d'expertise, de secteur et de marché. Le mot communauté n'est pas anodin parce qu'il engage les uns et les autres dans leurs différences à travailler ensemble de façon extrêmement décilotée. La moyenne d'âge chez OnePoint, c'est 34 ans. Donc vous voyez que je l'ai largement dépassé. On est 3000 belles âmes implantées en France et dans toutes nos belles régions de France, mais également à l'international, avec évidemment un point d'orgue, c'est recruter les talents de tous les horizons. Et ça, on y tient beaucoup. Et quand je dis de tous les horizons, c'est-à-dire qu'il se soit de l'inclusion sociale, géographique, de genre. On constate chez OnePoint, effectivement, que la jeunesse, aujourd'hui, où la génération Z est en quête de ce que n'étaient pas en quête nécessairement les générations précédentes. Il fut un temps, et je prends l'exemple de mes parents, par exemple, mais des parents de nous tous ici, quand on finissait ses études, on rentrait dans l'entreprise, on voulait avoir absolument un CDI, peut-être même y rester tout au long de sa vie, et ne pas du tout se remettre en question et ne pas du tout être dans la formation ou l'apprentissage tout au long de sa vie, et avoir un salaire et monter à l'échelle au fil de sa carrière. Aujourd'hui, la mécanique est inversée. Alors, elle est inversée pour un certain nombre de paramètres, finalement. Je pense que la Covid, en effet, la pandémie, a fait en sorte que ça nous a façonné à la zone d'inconfort, façonné à l'adversité. Le numérique, l'avènement du numérique a été aussi un moteur extrêmement important qui a prôné l'agilité et la rapidité, mais aussi la complexité, parce qu'il a fallu basculer très rapidement dans un autre monde, un monde virtuel, et qu'aujourd'hui, les jeunes sont en quête, comme vous le disiez, Maude, de sens, sont en quête d'impact, sont en quête aussi de formation tout au long de sa vie, d'acquisition d'expertise, et la notion d'expertise est très importante. Chez OnePoint, c'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tous les collaborateurs chez OnePoint, il n'y a pas de verticalité ex cathedra chez OnePoint. Il y a une horizontalité en termes de grade, associate, leader, partner, qu'on ne mesure pas en fonction de la seniorité, qu'on ne mesure pas en fonction de l'âge, qu'on ne mesure pas nécessairement en fonction de l'expérience, mais par rapport à la qualité de l'expertise. Merci beaucoup. Pour clôturer un petit peu ce round de définition, Samia, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de comment l'éducation fait face à ces changements au sein des jeunes, des entreprises, et voir un petit peu comment le domaine de l'éducation et académique a évolué? Oui, je peux le dire, peut-être avec deux positionnements. Un positionnement où j'étais face à des jeunes, puisque j'étais professeure d'enseignement supérieur, et un positionnement où, avec ma fonction actuelle, où on a des jeunes de différents profils qui s'engagent dans des formations numériques parce qu'elles sont porteuses d'opportunités, parce que c'est un secteur qui recrute et qu'ils ne se projetaient pas forcément dans son numérique quand ils étaient plus petits, que c'est le hasard, la vie qui a fait que. Donc, ce n'est pas forcément les vocations, ce n'est pas les jeunes qui vont à l'université qui vont faire une école d'ingénieur. Donc, voilà, c'est des jeunes qui parfois ont décroché ou qui ont fait une année d'université ou des moins jeunes qui se sont reconvertis. En tout cas, ce qu'on note dans l'enseignement d'une manière générale ou dans l'éducation d'une manière générale, vous avez évoqué le mot d'horizontalité, c'est le mot que moi j'utilise. C'est-à-dire que depuis longtemps, on a un monsieur souvent, ou peut-être une dame, qui est dans une estrade et qui a devant elle des étudiants et à qui elle raconte des choses. Et on travaille avec des chants, on est expert de son chant. Voilà, c'est un autre mot que vous avez utilisé. Et les étudiants subissent, parce que c'est vraiment ça, subissent cette manière d'enseigner. Et la digitalisation a créé une horizontalité parce que, et ça c'est une tendance très forte, peut-être encore plus accentuée avec l'avènement des MOOC dans les débuts des années 2010, 2012 exactement, où on s'est rendu compte, et puis aussi le savoir, vous l'avez dit, on n'a plus besoin de retenir, il est dans notre iPhone ou dans notre téléphone, plutôt dans notre smartphone. Et donc, cette horizontalité fait que, qu'est-ce qui se passe ? Celui qui est en face de moi est challengé, c'est-à-dire l'enseignant, the guy on the stage, voilà, qui fait son show, il est challengé. Parce que je me rappelle très bien d'un prof de finance début des années 2010 où il me disait,
Il suffisait que je dise quelque chose, je ne sais pas quoi, sur Bloom, sur des trucs, et je vois tous les jeunes en train de je ne sais quoi, et ils me... Non, c'est pas comme ça, c'était comme si... Donc vraiment, ils sont challengés. Donc ils sont obligés d'occuper une autre posture s'ils veulent garder leur légitimité et s'ils veulent faire leur métier, c'est-à-dire transmettre des connaissances, voilà, faire en sorte que faire grandir les jeunes. Donc cette horizontalité a été imposée par Internet, mais a été aussi imposée par la digitalisation de l'enseignement avec ses MOOC, avec ses cours en ligne disponibles à tout le monde. Tout le monde peut suivre ses cours, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut avoir des certifications. Les plus grandes universités les offrent. Et quand en France, on a commencé à travailler sur ça, ça a beaucoup impacté la posture de l'enseignant. Pourquoi ? Parce que l'enseignant, comme je l'ai dit, il est expert de son champ. Donc il n'y a que lui et lui pour décider de ce qu'il va mettre dans son cours. Et j'ai un universitaire à côté de moi, il sait très bien de quoi je parle. C'est-à-dire, voilà, j'enseigne ce que je veux au regard de ma recherche. Je suis prof en gestion, prof en finance, prof en marketing. Et ben, j'enseigne ce qui est dans mon champ. Et je suis maître de ce que je vais produire et donner. Dès que vous introduisez la digitalisation, ce n'est plus le cas. Parce que vous avez en face de vous une pléthore d'acteurs qui sont tout aussi légitimes. Des ingénieurs pédagogiques, des informaticiens qui mettent en place les plateformes, des animateurs de communauté qui vont faire des choses. Même votre évaluation n'est plus la même évaluation. Vous travaillez avec des études de cas, avec des entreprises, etc., etc. Donc cette horizontalité a été subie d'abord par les enseignants, mais qui se sont un petit peu engagés parce que maintenant, ça y est, ils l'ont intégré, mais a impacté la posture des étudiants. Parfait, merci. Et du coup, cette horizontalité et ce changement vers l'horizontalisation fait partie des facteurs qui nous amènent à nous poser la question aujourd'hui de ce que les jeunes attendent des entreprises. Jasmine, est-ce que vous voulez élaborer un petit peu sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est une question qu'on se pose et à laquelle on a envie de répondre? Alors une question qu'on se pose, je pense que tout le monde se pose, en tout cas beaucoup en ce moment. Moi j'aurais envie de répondre en reprenant un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment autour de nous. D'autant plus quand on regarde les jeunes et leur rapport au travail. D'une part, depuis 10 ans, disons, depuis cette fameuse génération, les millennials, qui ont commencé à lever la main pour dire on n'accepte plus le pacte qui se tissait auparavant avec nos parents et l'entreprise, cette linéarité, ce deal en fait qui était fait, on le remet en question. Et c'est un mouvement de fond qui a été amplifié par la pandémie, puisque c'était le moment un petit peu devant le miroir, à se poser la question, en fait, est-ce que je fais a du sens pour moi, pour la société? Est-ce que je me reconnais? Il y a une sorte de bouffée d'air frais qui dit, attends, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Donc une sorte de délitement du rapport au travail et beaucoup plus d'attente vis-à-vis de l'entreprise qui a peut-être transformé le rapport de force de salariés, mais qui a aussi ses défauts. Donc il y a un peu ce mouvement de fond. Et ensuite, depuis, il y a ce fameux phénomène de grande démission. L'effet boomerang de la pandémie. Donc grande démission, si vous n'avez pas entendu le terme, c'est un mouvement qui vient des États-Unis, c'est plus de 40% des salariés qui ont changé d'emploi en 2021 aux États-Unis. En France, c'est plutôt de l'ordre de 15%, mais ce qui est énorme. Un pic qu'on n'avait pas atteint depuis 2008. Il faut toujours remettre en contexte ces chiffres-là, qui en fait a été une sorte de vague massive de démissions, souvent sans emploi derrière, qui a un peu remué les entrailles de beaucoup d'entreprises qui se sont du coup retrouvées un peu sur le carreau, qui sont la conséquence aussi du Covid, où beaucoup moins de gens ont démissionné pour des raisons évidentes. Et donc cette grande démission qui en fait pose beaucoup de questions, toutes générations confondues, et du coup les jeunes et l'entreprise aussi, et qui inquiète beaucoup notamment les dirigeants et ressources humaines aujourd'hui. Et derrière ça, un mouvement qu'on appelle le quiet quitting, si vous avez entendu parler de ça. C'est ces salariés qui décident de faire ce qui est écrit sur leur fiche de poste et pas plus. Je n'en ferai pas plus pour mon entreprise. Je me cantonne à ma mission, à mes tâches du quotidien et ce qu'on attend de moi, ce qui est écrit sur ma fiche de poste. Et c'est pas négligeable. En France, je crois que c'est presque 32% des salariés qui se mettent dans cette case-là. Donc c'est une sorte de rapport au travail qui se délite, du travail où on a mis beaucoup jusqu'à présent, du sens, du bonheur, de l'épanouissement, peut-être de moins en moins, en tout cas chez certains d'entre nous, qui est remis en question. Pour vous donner un chiffre, c'est 60% des gens qui disaient que le travail était très important dans leur vie en 1990. En 2021, l'IFOP montrait que c'était plus que 24%. Donc c'est pas que le travail a disparu, c'est simplement qu'il y a d'autres éléments qui ont pris plus d'importance peut-être.
Et donc ces 3 mouvements, grande démission, quiet quitting, et puis chez les plus jeunes, ce que vous avez sans doute tous vu avant l'été, les prises de parole des étudiants dans toutes les écoles, et puis qui a commencé avec l'AgroParisTech, mais qui en fait existe déjà depuis quelques années, qui lèvent la voix et qui disent stop, ça suffit, réveillez-vous, posez-vous des vraies questions sur la transition climatique, et on ne peut plus s'engager dans un monde qui nous semble absurde. Donc tout ça, ça remue les ressources humaines, ça remue l'entreprise, qui se pose beaucoup de questions, et donc qui se pose cette question, comment faire pour attirer, retenir, engager ces jeunes qui ont l'air de tourner le dos à l'entreprise. Moi, j'aurais envie de finir ma réponse sur une bonne nouvelle, c'est qu'a priori, l'entreprise a encore toute sa place pour adresser le sujet aujourd'hui, qu'on a fait beaucoup d'enquêtes pendant les confinements pour poser la question à ces jeunes, est-ce que du coup c'est la fin de l'entreprise, la fin du CDI, etc., etc. Et mine de rien, il y a une sorte de retour des jeunes vers l'entreprise dans un contexte difficile, comme je disais tout à l'heure. Pour pas mal d'entre eux, il y a ce renouveau d'intérêt, puisque c'est là où on apprend, c'est là où on est en sécurité, pour beaucoup qui ont besoin de ça, et puis il faut bouffer, voilà. Et puis c'est l'occasion, du coup, pour l'entreprise d'utiliser ses attentes pour tisser un nouveau pacte entre eux et elles, pour exister encore demain. Donc une question légitime, mais il ne faut pas tomber dans des travers, je pense, c'est une question qu'on s'est toujours posée, hein, les ressources humaines se le sont toujours posées, mais du coup, qu'est-ce qui est spécifique aujourd'hui ? Et les attentes façonnent, du coup, une façon de repenser l'entreprise, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Parfait, merci. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et on va essayer de le mettre un petit peu en perspective et de ne pas rester en surface, mais quelles sont les attentes dont on parle ? Donc on a beaucoup parlé du sens et de l'impact. Peut-être Samia, vous voulez juste élaborer un tout petit peu sur... Oui, tout à fait. Je voudrais élaborer parce qu'entre notre échange, parce qu'on a préparé bien entendu cette table-là, je suis tombée sur une étude de l'étudiant BVA et Orange qui date d'octobre 2020, que je n'avais pas vue. Donc juste après le Covid, sur justement et c'est un baromètre qui permet de déterminer les grandes tendances de recrutement. Et pourquoi ce que les jeunes 15-20, donc ce n'est pas des jeunes qui vont être recrutés, mais c'est des gens maintenant, mais qui vont être recrutés dans quelques années, parce que 15-20, c'est voilà. Et les 2 grandes attentes, 15-20, on est post-Covid, voilà, pour 40% de ces jeunes interrogés, c'est ce qui vient en premier, c'est l'importance de se sentir utile. L'importance de se sentir utile, les missions intéressantes, loin la question des salaires, et les horaires et la flexibilité, alors qu'on sort d'un Covid. Voilà. Et une dernière chose, c'est que les valeurs les plus importantes d'une entreprise, qui considère importantes, c'est le respect, l'esprit d'équipe et la bienveillance, et l'égalité des chances. Donc, on est post-Covid, et on retrouve des choses qu'à mon avis, on avait déjà, mais peut-être un peu plus accentuées avec un top 3 qui nous interroge. Voilà. Et donc, ce que les jeunes attendent des entreprises, c'est effectivement, pour répondre à votre question, c'est ce qu'ils ont déjà appris, compris et expérimenté quand ils étaient étudiants, c'est-à-dire pas cette verticalité, horizontalité avec le chef qui lui dit ce qu'il a à faire. C'est une manière, c'est travailler en équipe, une horizontalité, un manager qui est plus de l'ordre d'un coach que plutôt quelqu'un qui va donner des ordres, quelqu'un qui va vous aider à grandir, vous l'avez dit. Donc voilà, c'est quelqu'un. On arrive avec un diplôme, avec une expertise, et le monde évolue. On doit être dans une posture de perpétuel apprenant. Donc dans son entreprise, on s'attend à ce qu'on nous fasse grandir, qu'on nous permette de nous former, qu'on nous permette d'avoir des missions intéressantes. Et ce qu'on attend aussi, c'est effectivement un sentiment d'utilité. Allez-y, Pierre. Ouais, je pense que ce sentiment d'utilité, je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Tu me corriges, hein, mais j'imagine. Et à la limite, c'est pas que pour les jeunes. Je veux dire, moi j'ai plutôt des grands enfants et aujourd'hui, je m'inquiète. On ne peut pas vous faire un dessin, mais je pense que la crise climatique, elle est là, quoi. Et je pense que le sentiment d'utilité, alors je ne sais pas comment ça se traduit dans les sondages, machin, tout ça, mais je pense que c'est ça qui va être le prochain moteur. Et je pense que il me semble que la jeunesse, elle renvoie à l'entreprise
elle renvoie un message fort. Et je pense que le message, c'est pas faut que le patron, le manager, machin, il soit sympa, coach et tout ça. Enfin, si votre entreprise, elle est super bien avec des RH vachement sympas, il y a des baby-foot, il y a une super cantine, il y a une crèche, il y a une salle de sport, blablabla. OK. Mais si au final, votre entreprise, elle n'a pas d'utilité, on va retomber dans une situation où, dans la Silicon Valley, la seule chose qui compte, c'est le fric qu'on gagne, et puis on est prêt à changer de boîte en traversant la rue pour gagner un petit peu plus. Mais c'est l'utilité. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge, non pas si on veut s'interroger sur l'utilité, je pense que les entreprises vont devoir s'interroger sur l'utilité de ce qu'elles produisent, de ce qu'elles font. Augustin, il me semblait que vous vouliez réagir. Oui, je vois par quel bout le prendre. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre. Ça permet de créer un peu de débat. Je pense qu'il y a une vision, il y a la réalité et il y a la théorie. Moi, ma théorie, j'aimerais que ce soit ça. Je crois vachement à la notion d'utilité et j'aimerais que ce soit ce qu'attendent les jeunes de l'entreprise et que ce soit la réalité qu'on puisse mettre en place. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que, pour citer une autre étude, vu qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, qui connaît Stack Overflow, juste pour que je sache si... Ok, je vais quand même... Donc Stack Overflow, c'est, et vous me corrigerez si je ne le présente pas bien, mais c'est une sorte d'énorme forum où des développeurs, développeuses vont pouvoir s'entraider. Typiquement, on va poser une question quand on rencontre un problème ou on cherche une solution, et la communauté mondiale de développeurs va pouvoir apporter une solution, et ça fait que on va dire les personnes qui travaillent dans la tech s'entraident. Ils font une étude sur les développeurs et développeuses dans le monde chaque année. Et ils posent une question sur le job. Donc, vu qu'on est dans un événement tech, ce que les gens qui travaillent dans la tech attendent de leur job. Et en fait, c'est pas l'utilité. Déjà, ils mettent pas le salaire dans la grille parce qu'ils se disent, ils posent une question à salaire égal. Déjà, ça veut dire quelque chose sur l'importance du salaire dans le choix du boulot. Deuxièmement, et donc ce qui arrive dans le critère, et je vous invite à regarder sur Internet pour le détail. Le premier, c'est les technologies sur lesquelles je vais travailler dans l'entreprise. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler dans un événement tech, et c'est important qu'on en prenne conscience. Les gens qui travaillent dans la tech, en fait, c'est des passionnés de leur boulot, c'est des passionnés de la tech, et ce qui compte le plus, c'est ça. Et à titre personnel, je suis un peu triste parce que je trouve qu'il y a il y a des enjeux qui dépassent ces sujets-là, et pour autant, je pense que c'est la réalité, et c'est quand même beau, c'est des gens passionnés. Le deuxième, c'est la culture de l'organisation et l'environnement de travail. Le troisième, c'est la flexibilité des horaires de travail, donc c'est très aussi personnel comme chose. Et il n'y a même pas dans la liste le sentiment d'utilité. Ce qui pourrait s'en rapprocher le plus, c'est l'industrie dans laquelle je vais travailler, donc on pourrait dire un peu l'impact. Il y a une formulation un peu ambivalente qui est quel impact va avoir mon travail, mais c'est pas un impact social, c'est impact en sens je développe une techno qui impacte tant de personnes, plutôt dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est pas, notamment dans la tech, et peut-être en particulier dans la tech, et c'est pas vrai sur d'autres secteurs d'activité où il y a beaucoup plus une motivation, un peu d'engagement, d'intérêt général. Je pense que dans la tech, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez d'importance qui est mise sur ces sujets-là, et que la question qu'on peut se poser, c'est d'où ça vient, et comment est-ce qu'on corrige ça. Parce que, bon là, c'est mon biais personnel, mais je pense qu'aujourd'hui, le monde de la tech ne traite pas assez les questions sociales et environnementales, et ce n'est pas assez au cœur à la fois de ce que les jeunes attendent de l'entreprise, des stratégies des entreprises. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience. Comment c'est façonné ? Premièrement, c'est l'enseignement. Et en fait, aujourd'hui, et c'est ce qui a été la motivation à créer l'asso il y a 5 ans, c'est qu'en fait, c'est très peu enseigné dans les écoles, les questions d'impact, comment est-ce que je me rends utile dans mon boulot, et dans la manière dont est organisé on va dire, le développement de carrière. C'est très peu présent. On nous apprend à bien gérer des projets, à bien faire des entretiens, mais on nous apprend très peu à dire comment est-ce que je vais pouvoir porter mes convictions dans mon boulot et aider l'entreprise à être plus utile. Et ça, je pense que c'est important qu'on en prenne conscience pour que les enseignements changent aussi, pour que ce critère remonte et qu'on arrive à effectivement ça. Et tu citais, c'est Jasmine qui citait les interventions dans des remises de diplômes, etc. Moi, je suis triste de dire ça, mais je pense que c'est une phase émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui prennent la parole sur ces sujets, qui sont vraiment engagés, qui vont faire des choix de carrière, où ils sont prêts à refuser toute la sécurité qu'il peut y avoir dans un CDD, un CDI et changer. Je pense que c'est encore pas assez de gens. J'aimerais qu'il y en ait plus, honnêtement. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas encore prêts à faire ce pas-là.
Et là où je vois un rôle des entreprises super important, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer les conditions effectivement pour que réellement toutes les personnes qui osent peut-être pas faire le pas de en fait dire non, je ne prendrai pas votre CDI et votre CDD parce que je veux une entreprise qui travaille vraiment sur les enjeux climat. Comment est-ce qu'on arrive aussi à offrir ça dans des entreprises plus classiques, et je mets des guillemets parce qu'on pourrait s'attarder sur cette définition. Et c'est là où je pense que les entreprises ont un gros rôle à jouer aussi, c'est montrer qu'elles sont ouvertes à ce type de changement et qu'elles... En fait, il faut que tout le monde se dise, il faut qu'on mette de l'importance sur ces sujets pour qu'ils deviennent importants. Parce que tant qu'ils ne sont pas importants, personne ne le traite. Et un exemple de ça, et je terminerai là-dessus pour ne pas faire un trop long monologue, c'est les classements des écoles, les classements des entreprises. Les notions d'impact, c'est très peu présent dans ces classements-là. Ça va être à quel point... Ça va plus être sur la rémunération. Enfin, le critère 1, c'est la sortie, salaire en sortie d'école. Ça va être des critères de recherche, etc. Et je pense que c'est important que ça change. Parce que je te rejoins sur l'importance des sujets climatiques. Et là, tu prêches un convaincu. Mais par contre, je pense que c'est encore trop peu présent dans ce que les jeunes attendent des entreprises et trop peu présent dans ce que les entreprises offrent aux jeunes. Juste te dire que c'est le cas maintenant. Donc, les derniers classements dans les grandes écoles, la question de responsabilité sociétale des entreprises, des objectifs de tout ce qui est développement durable, est maintenant demandé comme critère des classements des écoles. Et ça a complètement inversé, parce que je crois HEC est les 20e. Et les SEC et pour les écoles et business schools que je suis, moi, en tout cas particulièrement. Donc, c'est en train de changer. Premièrement, c'est en train de changer donc, dans l'esprit. Donc, si on demande aux étudiants de définir quelle est la meilleure école pour eux en fonction de ces critères, c'est que l'impact et le côté RSE, bien commun, intérêt général, émergent. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui est RSE et développement durable, en tout cas maintenant, doit être transverse dans tous les champs et toutes les matières. On ne peut pas, c'est plus une matière qu'on enseigne. Il y a deux choses, transition digitale et transition climatique ou développement durable, ce que vous voulez. Maintenant, vous devez l'avoir partout. Moi, je suis particulièrement les questions sur les business schools, parce que je viens de ce. Et donc, maintenant, c'est complètement critériser et c'est transverse dans toutes les matières. C'est vrai que ça va demander du temps à pousser. Et pour aller dans votre sens aussi, parce que vous parlez de la communauté des développeurs, on a demandé aux jeunes qui sortent des grandes écoles, ingénieurs et aussi business school, quelles étaient les meilleures entreprises dans lesquelles ils voulaient travailler. Et je crois que Decathlon est en premier ou quelque chose comme ça, mais sur ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours les GAFAM en 6e, 7e position. Parfait. Merci. Pour en revenir un petit peu sur le sujet des attentes, Muriel, vous m'expliquez pendant notre préparation que chez WinePoint, vous travaillez beaucoup en bottom-up, que vous aviez fait notamment des questionnaires au sein de votre entreprise pour comprendre les attentes de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez m'en dire peut-être un petit peu plus sur ces attentes et peut-être si elles vous ont surprise? Absolument. Alors, je rejoins un certain nombre de points qui ont été poussés. Alors, utilité, certes, mais je pense qu'il y a aussi la notion de responsabilité et d'engagement. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils viennent chez nous, et moi je parle de OnePoint, qui est une entreprise à taille humaine encore, qui ne fait pas partie de ces grands groupes, et on remarque, nous, que de plus en plus de jeunes sont attirés par des entreprises comme les nôtres, qui sont finalement des écosystèmes vertueux et très horizontalisés. Ils sont en quête de responsabilité, ils sont en quête, évidemment, on l'a dit, de sens, d'impact, et ils veulent être engagés. En fait, ils veulent être les protagonistes de leur propre récit, dans la maison qu'ils rejoignent. Quand je dis maison, je dis effectivement l'entreprise, et je dis maison de façon délibérée parce que chez OnePoint, mais d'autres entreprises en font aussi l'illustration, cette horizontalité dont je parlais tout à l'heure, ce désilotage, cette capacité de pouvoir travailler les uns et les autres dans leurs différences, d'être le protagoniste de sa narration, d'être l'entreprenant de sa vie professionnelle pour générer aussi son bien-être personnel, sont des sujets qu'on valorise au possible auprès de nos collaborateurs. Je parlais aussi de verticalité. Il n'y a pas de verticalité, c'est-à-dire que le président fondateur de OnePoint va directement à la quête et à la conquête de ses collaborateurs. Il les rencontre une fois par mois en live, les 3000 collaborateurs, pour être à l'écoute de leurs attentes. Et la dimension humaine, oserais-je dire, la richesse humaine chez OnePoint est très puissante. J'en veux pour preuve, Maud, ce que je vous disais lors de la préparation, que nous avons eu à cœur, effectivement, de questionner nos collaborateurs sur ce qu'ils attendaient finalement de l'entreprise. Ce qui est remonté, c'est évidemment ce qu'on a écouté ici, ce qu'on a entendu ici, impact, les sujets RSE,
tout ce qui est décarbonation, changement climatique, sont des sujets éminemment importants. Et nous avons évidemment tout de suite réagi, puisque voilà maintenant 3 ans chez OnePoint que nous nous attelons de façon concrète, et non pas par des mots, mais par des faits, sur des sujets autour de la RSE. Nous avons développé une application, une plateforme technologique autour de la RSE qui est quasiment une condition sine qua non qu'on pousse dans les offres de nos clients et nos partenaires, mais qu'on met aussi au profit de nos collaborateurs. Et quand je dis RSE, je rajoute un T, puisque chez nous, ce n'est pas la RSE, c'est le RESET, responsabilité sociale, environnementale et technologique. Et quand je dis technologique, c'est de la sobriété technologique et c'est de l'éthique aussi dans l'utilisation du digital et du numérique. Le questionnaire a remonté quoi? De la flexibilité, cette volonté ardente d'avoir cet équilibre professionnel avec ce bien-être personnel. C'est les lieux. Chez OnePoint, on propose des lieux qui sont des cours de récréation, qui permettent effectivement que tout à chacun, et ce n'est pas à la GAFAM, hein, ce n'est pas les baby-foot, les crèches, les salles de sport et j'en passe, c'est véritablement des lieux qui prônent l'intelligence collective et collaborative, où chacun est libre d'être. Et quand je dis libre d'être, c'est qu'il est psychiquement libre, il est fort de proposition, il peut revendiquer ce qu'il est, il n'a pas peur de l'autre, et il n'a encore moins peur de ce qu'on appelle, entre guillemets, la hiérarchie, et je mets entre guillemets la hiérarchie chez OnePoint parce que effectivement, on n'a pas ce rapport l'un vis-à-vis de l'autre avec sa hiérarchie, puisque j'ai expliqué tout à l'heure les grades très horizontalisés. Et j'aimerais revenir aussi sur le sujet de l'attractivité des talents, parce que certes, il y a une pénurie des talents, et on le sait, c'est très difficile, d'où l'importance de l'inclusion, d'où l'importance d'aller chercher aussi des talents, pas nécessairement dans les grandes écoles d'ailleurs, mais aussi dans des écoles ou dans des formations qui ne sont pas nécessairement connues et reconnues pour pouvoir justement former et monter à l'échelle. L'apprentissage tout au long de sa vie, la formation, c'est aussi une responsabilité de l'entreprise. Et c'est pour ça que chaque entreprise devrait avoir, et c'est ce que nous avons chez OnePoint, une école qui assure la montée à l'échelle de tous nos collaborateurs ou de tous les collaborateurs qui restent dans l'entreprise ou qu'ils aillent ailleurs, parce qu'on sait très bien que attirer, c'est bien, mais les garder, c'est encore autre chose. Comment je fais pour les pérenniser dans l'entreprise en leur proposant cette cour de récréation, mais aussi leur donner l'accès à la formation tout au long de leur vie sur des sujets extrêmement divers, tant sur les compétences dures, les sujets donc des grandes transformations, mais aussi sur les compétences douces, c'est-à-dire comment je travaille, ce que je disais tout à l'heure, mon côté entreprenant, comment je travaille ma bienveillance, mon empathie, ma gentillesse, l'écoute active, l'écoute attentive. J'en veux pour preuve une des formations qu'on a d'ailleurs bâtie avec une école d'ingénieurs, et ce n'est pas incompatible, les humanités. Comment je fais humanité, comment je fais société, comment, encore une fois, je conditionne mon jeu JE pour mieux basculer dans le jeu JEU de l'intelligence collaborative et collective. C'est aussi ça OnePoint. Merci beaucoup. Donc on a déjà bien avancé un petit peu sur les pistes de réponse, mais donc pour résumer un petit peu, donc on est sur les attentes, on est bien sûr, on a mentionné le sens et l'impact, on l'a remis en perspective avec justement l'apprentissage, la flexibilité, l'équilibre de vie, le travail comme un lieu de vie. Mais je pense qu'un point peut-être important qui a un peu transparu dans toutes vos prises de parole, c'est aussi la cohérence entre les convictions personnelles et notre vie professionnelle. Et on n'a pas beaucoup abordé de l'intergénérationnel, mais Jasmine, je savais que de par votre expérience, vous avez quelques chiffres un petit peu intéressants sur justement cette volonté de collaboration de l'intergénérationnel. Est-ce que vous pouvez très rapidement dire un petit mot là-dessus ? Très rapidement. Non, c'est difficile de passer après tout, parce que mine de rien, les attentes, on pourrait en lister pendant 1 heure. Et c'est ça, on serait peut-être ni d'accord, ni sans savoir en fait laquelle mettre en premier. Et les études sur le sujet, il y en a eu plein de niches ou plus grand public, plein de géographies différentes. Parfois c'est le salaire en premier, parfois c'est la flexibilité, parfois c'est l'impact. Donc globalement, je pense que on peut tous se bagarrer sur des études, je pense que c'est pas le but. Ce qu'il faut prendre, c'est dans son ensemble ses attentes. Et je pense que Muriel touche du doigt un point très important, c'est que quand on se pose cette question, ce que les jeunes attendent de l'entreprise,
on se la pose souvent dans un contexte d'attractivité. Comment est-ce que je recrute ces fameux jeunes et j'arrive à leur parler, à les toucher, etc. etc. Au-delà de l'attractivité, je pense que la question de la rétention est primordiale. La question, c'est pas comment je vais réussir à faire briller des étoiles dans les yeux pour que des jeunes nous rejoignent. Je pense que c'est vraiment comment certains d'entre eux vont s'engager dans le temps long. Dans le temps long, c'est peut-être pas une carrière aujourd'hui, c'est peut-être 8, 10 ans. Pour mener les sujets de fond, parce que c'est pas par des passages éclairs de 1, 2, 3 ans qu'on va mener la transition. On en parlait tout à l'heure, je pense que c'est primordial dans le contexte actuel. Donc ma question, elle est, ce que les jeunes attendent des entreprises, elle est indispensable sur ces deux volets, sur à la fois la question de l'attractivité, dans ce cas-là, évidemment, la flexibilité, le lieu de travail, le salaire, toutes ces composantes-là qui font un pacte intéressant, qui est attractif. Mais le plus important pour moi, et ce dont on oublie souvent de parler quand on parle de cette question, c'est en effet qu'est-ce qui fait que je reste ? Qu'est-ce qui fait que je m'engage sur le temps long ? Comment est-ce que je me projette ? Est-ce que les gens qui sont au-dessus me font rêver ? Est-ce que la perspective et l'impact, le sens que je vais pouvoir avoir, ils me donnent envie ? Comment est-ce que je me regarde dans la glace le matin ? Et je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est cette volonté d'alignement, non bullshit, être aligné, etc. C'est vraiment de réduire la schizophrénie qui nous anime tous entre qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, pour moi, pour la société, qu'est-ce que je fais tous les jours dans mon travail. Et un travail, vous l'avez tous dit, mais c'est en effet notre mission du quotidien, c'est qu'est-ce qu'on fait dès que j'arrive au boulot, dès que je me mets derrière mon ordi, dès que je vais dans une usine, etc. etc. C'est quel travail je fais, quelle est ma mission, ma tâche. Ça, je pense que c'est indispensable. C'est ce qui fait que pour beaucoup d'entre nous, on se lève le matin. C'est donc une tâche, mais c'est aussi une mission. Dans quel contexte est-ce que je m'intègre, à quoi je contribue ? Et c'est un environnement de travail, mais c'est les trois en même temps. Et les attentes, on peut les segmenter sur chacune d'entre eux. Je pense que c'est la conjonction des trois qui est importante. Et en effet, on en a plein dont on n'a pas parlé. Je pense que la question de l'intergénérationnel est primordiale. Quand on parle des jeunes, je pense que c'est important de ne pas parler que des jeunes. Et tout ce qu'on met en place, il ne faut pas le faire que pour les jeunes. Il faut le faire pour tous les collaborateurs. Parce que c'est ensemble qu'ils vont mener cette transition. C'est ensemble qu'ils vont mener la transformation qui est indispensable aujourd'hui et on n'a plus le temps. Donc c'est comment on crée ces liens, parfois hiérarchiques, parfois pas hiérarchiques, mais ces liens entre tous les collaborateurs pour se serrer la main, oublier ces querelles générationnelles ou non, ces querelles de culture, d'attente, de flexibilité, ce cynisme ambiant dont on adore, surtout en France en ce moment. En fait, il faut mettre ça de côté et puis recréer du lien avec l'autre. Je pense que le mot est très juste et qu'il faut recréer ce lien. Donc quand on parle d'attente, il y a évidemment ce qui permet de faire briller, de recruter, mais au fond, c'est pas ça la question. La question, c'est comment est-ce que je décilote l'approche RSE, l'approche RH, l'approche stratégique, et que j'arrive à réconcilier ces termes-là, réconcilier jeunes et entreprises pour mener les sujets de fond. Donc moi, j'aurais envie de dire à cette question, en fait, c'est ça qui compte. Parfait, merci beaucoup. Et maintenant, on va essayer d'aborder, ou en tout cas de formaliser un petit peu les pistes de réponse que vous avez déjà tous un petit peu apportées au fil de cette discussion. Quels sont vos conseils aujourd'hui aux entreprises ? Alors, on va essayer d'être bref, parce que j'ai d'autres questions dans ma liste. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur des pistes pour les entreprises. Peut-être. Elles recrutent ? Pour les jeunes, c'est-à-dire pour répondre aux attentes des jeunes. Pour répondre aux attentes des jeunes, je pense que Jasmine en a beaucoup parlé. Déjà, elle les a toutes évoquées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises ne peuvent plus maintenant passer à côté du fait de se regarder de ce qu'elles font, quelles sont leurs missions, leurs visions, leurs valeurs. C'était des choses où on parlait beaucoup de ça dans les grandes entreprises parce qu'elles travaillaient sur leur stratégie. Tout étudiant qui a fait des cours de marketing a MVV, mission, vision, valeur. Et donc ça, c'était plutôt les grands groupes. Maintenant, de toute façon, qu'on soit une petite start-up, qu'on soit une petite TPE, ou un ETI, on ne peut plus ne pas se poser cette question. Donc, à quoi on contribue dans ce monde ? Pourquoi cette entreprise est là ? Et si on n'est pas clair avec ça, comment on peut aller attirer l'autre pour qu'il vienne travailler avec nous ? Donc, il y a un vrai travail peut-être d'introspection de la part des entreprises pour clarifier cela et pas le faire de manière cynique. Parce que de toute façon, s'ils font briller des étoiles dans les yeux des jeunes, ils ne vont pas pouvoir les garder. Et le turnover coûte plus cher que d'aller chercher la pépite que je vais attirer parce qu'elle a la bonne formation, avec la bonne expertise. Donc, ça, pour moi, c'est important. La deuxième chose, c'est
la question de la posture et de l'authenticité de celui qui va diriger ou celui qui va manager. C'est qu'il faut aussi, pareil, faire un travail. Moi, je dis enlever les crabes dans sa tête, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, voilà, il y a une question d'exemplarité. Je pense que c'est au-delà de ne pas faire un cours d'éthique, mais il y a une question d'exemplarité, de leadership quelque part. Si je veux attirer un jeune, d'abord je me regarde et je regarde ce que moi je donne à voir et que pour lui donner envie de me rejoindre, de travailler avec moi et de rester travailler avec moi. Donc au niveau de l'entreprise et au niveau du management qui est proche. Et puis en dernier lieu, c'est pour les entreprises, je pense aussi que la question de la transition digitale et la question de la transition, on va dire, énergétique, climatique, tout ce que vous voulez, ce qui se passe, pour moi, elles ne sont pas périphériques, quel que soit son business. Elles sont au cœur de du business. Et là aussi, il faut avoir une posture, parce que les jeunes attendent des réponses de ça. Attendent que je rejoins une entreprise qui œuvre dans ça, voilà, même si elle fait, voilà, même la banque. Voilà, je ne vais pas donner le nom d'une banque, mais en fait, nous, on a essayé de travailler avec une banque qui voulait recruter des jeunes, donc voilà, et donc les jeunes ne voulaient pas y aller parce que voilà, c'est des banques qui n'ont pas envie d'aller travailler dans une banque. Mais une banque, elle peut expliquer ce qu'elle fait aussi, que peut-être ça a un intérêt, que peut-être que c'est pas juste une question de grands financiers. Et c'est tout. Et donc là, pour moi, c'est très important. Donc aussi voilà, 3 éléments au niveau de l'entreprise, de ses valeurs, sa mission, de celui qui va recruter, du manager, voilà. Et puis, en dernier lieu, de cette question de transition digitale et transition climatique. Et aussi offrir une perspective, dire aux jeunes, voilà, je vous embauche parce que vous avez ces compétences-là et cette expertise-là. J'ai besoin de vous, mais je sais que demain, vous allez devoir être obligé de travailler, d'apprendre, de revenir à l'école quelque part, d'apprendre. Et donc, moi, je veux vous accompagner dans ça. Donc, je vous offre un chemin. Voilà. Ce n'est pas une fin en soi, le recrutement. Pierre, il semblait que vous vouliez réagir. Oui, j'ai envie de réagir, mais de manière un peu provocante. Enfin, d'abord, je me garderais bien de donner des conseils aux entreprises. Hein. Chacun son job. Mais j'ai envie de dire... C'est des conseils que je pourrais donner à mes enfants. Quelque part, si une entreprise a besoin d'attirer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle a un problème. Et je pense que c'est comme ça que... je ne peux pas m'empêcher de conseiller quelque chose, mais si l'entreprise, elle a besoin d'attirer les gens, c'est que quelque part, elle n'est pas bonne. C'est qu'à côté, il y a une autre entreprise. Si une banque a besoin de... alors, il y a 2 questions sur la banque. Bon, on n'a pas envie de travailler dans la banque parce que la banque, c'est peut-être la caricature d'une représentation d'un type de système. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose après, c'est pourquoi j'irais travailler dans cette banque qui est plutôt verte ou dans cette banque qui est plutôt bleue ou dans cette banque qui est plutôt orange. Et si une banque d'une certaine couleur elle a besoin d'attirer, c'est parce qu'en fait, elle est moins belle ou moins attirante que l'autre banque. Et en fait, c'est là que c'est la question qu'elle doit se poser. En fait, il ne faut pas chercher à attirer les gens. Si les gens ne sont pas attirés par vous, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas chez vous. Voilà, c'est volontairement provocateur pour les entreprises, mais je ne leur donne pas de conseils, elles font ce qu'elles veulent. Je peux me permettre, Maud, de réagir ? Oui, merci. Alors, c'est provocateur, effectivement. Je ne sais pas si... on n'a pas besoin d'attirer. Je pense qu'on a toujours, et peu importe qui nous sommes, besoin d'attirer les uns et les autres vers nous pour travailler le 1+1 font 3. De toute façon, ce qui est le plus important, certainement, c'est comment je les pérennise. J'ajoute au passage que nous n'avons pas trop de soucis d'attractivité puisque nous avons recruté en clôture décembre 2022 avec plus de 1000 embauches cette année. Tout l'art sera de préserver ces personnes-là. Et je reviens à l'intergénérationnel, qui est extrêmement important, c'est-à-dire ce mentorat, ces rôles modèles. Et on se rend compte que les jeunes ont besoin d'avoir des rôles modèles autour du leadership. Et je ne dis pas du management, je dis du leadership. Parce qu'un leader, c'est celui qui est un phare éclairant, qui attire justement, sans problème, les uns et les autres vers lui. C'est aussi celui qui sait s'attirer des meilleurs que lui. Et c'est ça qui est très intéressant. Nous façonnons. Et le devoir, la responsabilité, oserais-je dire presque sociale, sociétale et citoyenne d'une entreprise aujourd'hui, c'est d'attirer ces talents,
c'est de les pérenniser, bien évidemment, mais c'est surtout les monter à l'échelle, les former, les responsabiliser, les engager sur des sujets auxquels ils sont déjà engagés, et on parle de la génération Z, mais aussi leur donner ce terrain de jeu propice à leur propre liberté pour qu'ils puissent être en pleine expression d'eux-mêmes. On parlait des terrains de jeu tout à l'heure chez OnePoint, mais on pourrait aussi parler de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneurship. On a effleuré le sujet sur la condition de l'être entreprenant. Proposer dans une entreprise d'autres sujets qui ne sont pas nécessairement, par exemple, pour un cabinet conseil qu'est OnePoint, le sujet de la recherche. C'est-à-dire proposer à nos talents, et c'est ce qu'on a initié chez OnePoint avec l'Institut OnePoint, qui est l'entité transverse du groupe qui centralise les activités de recherche et de développement, de faire en sorte que nos collaborateurs aient aussi, s'ils le souhaitent, et ce n'est pas une obligation, d'être des intras et des entrepreneurs de leur propre parcours. Intrapreneurs et accompagnés par la maison dans le projet qu'ils ont envie de pousser, ou entrepreneurs s'ils ont envie de développer un projet en dehors de la maison qu'on peut aussi accompagner. Et la notion d'entrepreneuriat dans notre pays est extrêmement importante, je pense. Elle revient à ce que je disais tout à l'heure. Comment j'arrive finalement à me dépasser, à aller à la conquête, être agile, être dans cette prise de risque au quotidien pour pouvoir effectivement créer une société, voire une nation entreprenante. Et je pense que c'est aussi une des responsabilités de l'entreprise. Merci. Augustin, dans le cadre de votre travail avec Latitude, vous passez aussi beaucoup de temps à justement conseiller ces gens en quête de changement et d'impact dans leur relation à l'entreprise. Est-ce que je peux vous demander d'élaborer un petit peu sur quelle posture vous aidez ces personnes à prendre, et peut-être nous demander, en profiter pour nous parler d'un exemple concluant que vous avez vu d'entreprise qui a justement pris des mesures, amorcé une transition intéressante par rapport au sujet qui nous amène aujourd'hui. Ok, et ça me permettra de faire le lien avec la question d'avant aussi. J'aime bien faire lever la main aux gens dans la salle. Qui connaît le concept d'ikigai, pour que je sache si je l'explique ou pas? Ok, donc je vais l'expliquer. Moins de gens que Stack Overflow. Donc l'ikigai, c'est un concept qui... c'est une sorte de framework, donc c'est assez limite, mais c'est toujours agréable pour synthétiser une idée, qui permet de définir c'est quoi un peu ce qu'on attend, c'est quoi notre boulot idéal. Du coup, si vous allez sur Internet, vous verrez tout de suite des images, IKIGAI, où en fait c'est 4 cercles concentriques, et l'idée c'est de dire le boulot idéal, il est un peu au centre de ces 4 cercles concentriques. Les 4 cercles, ça va être ce que j'aime faire, ce sur quoi je suis bon, ce pourquoi je suis payé, et ce qui est utile au monde. On va dire que quand il n'y a pas les 4 cercles, il y a, par exemple, si c'est ce que je suis bon et ce que j'adore faire, c'est une passion, mais c'est pas un boulot parce que je suis pas payé pour. Et le boulot idéal dans ce framework, c'est vraiment celui qui coche les 4 cercles. Donc, j'adore le faire, je suis bon à le faire, je suis payé pour le faire et c'est utile à la société. Je trouve que c'est un concept intéressant parce que de prime abord, c'est dur de se dire c'est quoi mon boulot idéal. Nous, ce qu'on conseille aux jeunes, mais ce qu'on conseille aussi aux entreprises, ça fait le point avec la réponse d'avant, c'est de se poser ces questions en fait. Et je pense que ça a été dit, et je rejoins Pierre aussi, définir c'est quoi notre raison d'être en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu, et savoir répondre à ces 4 questions. C'est super important, et c'est en ayant cette raison d'être qu'on va pouvoir devenir super fort à cette raison d'être et du coup être attirant. Et je pense qu'effectivement, je rejoins énormément Pierre sur le fait que des entreprises qui sont obligées de faire des efforts vers l'extérieur pour aller chercher du monde, c'est une preuve aussi qu'elles ne sont pas suffisamment attirantes, tout comme en tant que personne individuelle, on est plus ou moins attirant, et les parallèles peuvent être intéressants à explorer. Et donc pour les jeunes, c'est un peu ce qu'on leur conseille, c'est réfléchir à ça. Et ensuite, ce qu'on leur conseille, notamment dans le monde de la tech, c'est d'être exigeant envers les entreprises lorsqu'ils postulent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez en école, je ne vais pas dire pas du tout, pas assez, parce que ça doit dépendre des écoles et des universités. Mais on est un peu dans une posture où on nous dit, voilà, il faudra faire bien en entretien, c'est ça les cases à cocher, etc. Et on ne dit pas assez qu'il y a en fait ce rapport de force, surtout dans la tech où ça manque de talent, où en fait on a notre mot à dire. Et quand on recrute, on peut un peu mettre si on a bien travaillé sur c'est quoi ce qui est important pour moi, en fait on peut mettre nos convictions et nos besoins sur la table. Et je pense que les gens qui, notamment dans le secteur de la tech, c'est moins vrai dans d'autres secteurs où il y a peut-être moins de tension, mais notamment dans le monde de la tech,
prendre conscience de ce rapport de force qu'on peut créer avec des employeurs parce qu'ils ont besoin de nous et donc on peut aussi avoir ces attentes-là. Et pour citer un exemple, effectivement, un exemple super frappant de quelqu'un qui est dans notre communauté, pour ne pas le citer, il s'appelle Théo Alves, et il est coprésident de Data for Good. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est Data for Good, c'est un collectif qui cherche à créer des projets qui font en sorte d'utiliser la donnée pour répondre à des problèmes de société. Et il travaille dans une entreprise qui s'appelle Equimetrix, pour ne pas la citer non plus. Ce qui est super intéressant, c'est que de prime abord, Equimetrix, je vous laisserai regarder ce qu'ils font en détail, mais ce n'est pas du tout une entreprise qui met un engagement climat ou sur des thématiques de société au cœur de son activité. Et au fur et à mesure de son évolution, Théo, c'est devenu quelque chose de super important pour lui. Et donc à ce moment-là, se poser la question de est-ce que je m'en vais de l'entreprise pour aller plus répondre à ses convictions et du coup être plus aligné avec mon ikigai, ou est-ce que en fait, l'entreprise est capable de faire de la place pour cette conviction-là et que en fait, elle se dit ça peut faire partie de ma raison d'être d'accueillir cette conviction-là. La réponse qui a été donnée, c'est que en fait, Equimetrix a fait de la place à Théo. Aujourd'hui, il est leader de la practice IA et Sustainability d'Equimetrix. Il a contribué à former quasiment toutes les personnes de chez Equimetrix aux enjeux climat. Il mène des travaux en interne pour que ces sujets-là soient intégrés à toutes leurs offres. Il lance des offres sur ces sujets et il est vraiment devenu une figure de l'entreprise sur ces sujets-là. Il a fait participer Equimetrix à la Convention citoyenne des entreprises pour le climat. Je vous invite à regarder ce que c'est, il y a plein de contenus super intéressants. Voilà. Et donc je pense que ce cas d'usage est intéressant parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de répondre à cette envie d'engagement de Théo. Ça pouvait être la peur de se dire ça ne va pas coller avec notre modèle économique, avec la façon dont on fonctionne, ou le risque à prendre de se dire on a confiance en Théo et il a notre âge, enfin il a mon âge. On va lui faire confiance et il va pouvoir porter ses sujets. Voilà un peu sur les Merci jeunes. beaucoup. On va conclure un petit peu rapidement pour laisser le temps aux questions. Donc, je vais demander à chacun des intervenants déjà de réfléchir un petit peu, après avoir échangé un petit peu les uns avec les autres, d'avoir entendu les perspectives de tout le monde, de réfléchir un petit peu à un seul key takeaway que vous voudrez partager avec l'audience. Et pendant que vous réfléchissez à ça, je vais poser une petite question à Jasmine. Pourquoi aujourd'hui l'entreprise reste un choix rationnel pour les nouvelles générations, pour les jeunes en quête d'impact? Vaste sujet. Encore une fois, qu'est-ce qu'on dit derrière l'entreprise? Une entreprise, c'est plein de réalités différentes, des tailles différentes, des missions, des secteurs, des industries, etc. Donc l'entreprise avec un grand E, c'est assez abstrait en fait comme concept. Je pense que si aujourd'hui, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a peut-être un momentum un peu unique, post-crise à répétition, pandémie, les guerres, etc. etc. Il y a peut-être un momentum, une occasion de changer le rapport de force parce qu'on se rend bien compte que c'est un territoire où on peut avoir plus d'impact, au sens où quand je travaille dans une organisation avec ses clients, ses fournisseurs, ses parties prenantes, ses employés, potentiellement on va toucher plus de gens que quand on est seul. Et ça, c'est ça en fait, moi ce que je sens dans tous les entretiens qu'on a fait avec beaucoup de gens que je rencontre, c'est l'entreprise comme un territoire où je vais pouvoir démultiplier l'impact à condition que... exactement l'exemple que vient de nous partager Augustin, c'est il faut qu'il y ait cette relation de mise en capacité, de pouvoir faire cette volonté d'impact, d'être accompagné, formé, qu'on nous tende la main à tous les niveaux hiérarchiques pour pouvoir le faire. Donc c'est l'entreprise qui est intéressante comme un territoire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, parmi les 100 plus grandes organisations mondiales, il y en a 89 qui sont des entreprises et qu'il n'y a que 3 pays qui ont un PIB qui est supérieur à la valorisation boursière d'Apple. Donc l'entreprise en tant que telle, c'est des territoires immenses. C'est le pouvoir presque dans nos sociétés actuelles. Donc vouloir y aller pour avoir de l'impact, entre guillemets, en tout cas avoir une mission, une tâche qui nous plaît, parce qu'on parlait de ça, c'est mine de rien le plus important dans son travail au quotidien, avoir un environnement de travail et puis surtout avoir une capacité de mener les sujets qui nous tiennent à cœur, hyper important. D'où l'entreprise peut-être qui a une occasion de se regarder dans la glace. Je pense que la question de l'attraction, elle n'est pas que sur la communication. On peut vite dire, pour répondre à ta question provocante, qu'on est super, etc. Ce qui compte, c'est l'alignement entre ce qui est dit et ce qui se passe vraiment.
Ça paraît évident, mais je pense que c'est ça. Donc on n'attire pas, mais est-ce que c'est parce qu'on a mal communiqué ou est-ce que c'est parce que concrètement à l'intérieur, on n'arrive pas à se poser les questions et faire ce que Equimetrix est en train de faire aujourd'hui. C'est pour moi l'occasion en fait, de se poser ces questions dans un contexte où on a besoin d'elles. Pour beaucoup de jeunes, on a parlé des développeurs, etc., mais il ne faut pas oublier que pour beaucoup de jeunes, c'est la galère. C'est la galère de trouver un emploi dans le contexte actuel. Ils le disent tous, ils disent « je ne comprends pas les chiffres, etc. » Moi, je galère à trouver un emploi. Et c'est quand même important de se reposer dans un contexte de santé mentale très fragile, de santé physique fragile aussi chez les plus jeunes, de cette incapacité à se projeter dont je parlais tout à l'heure. L'entreprise, elle a une responsabilité. Et si je réponds à ta deuxième question, comme ça, après, je laisse la parole à mes voisins pour conclure. Cette question de qu'est-ce que je retiens, pour moi, c'est plus une invitation à vous tous de travailler sur un triptyque qui est, nous, notre mission d'association, mais que je vous propose. Ce que je demande à tous nos partenaires et ce que j'ai envie de propulser comme mission, c'est un triptyque qui est en anglais Care, Enable, Impact. Donc réparer, préparer, transformer. Grosso modo, c'est en tant qu'entreprise, comment est-ce que déjà on compense les effets des crises actuelles, on arrive à prendre soin des gens. Parce que travailler, c'est avant tout se lever le matin et arriver à se regarder dans la glace et aller travailler où que ce soit en tant qu'entrepreneur ou dans une entreprise. Donc c'est déjà prendre soin des gens, arriver à créer ce dialogue, cette mise en capacité, cette envie de faire les choses. C'est ensuite préparer. Préparer, c'est mettre en capacité, c'est donner les compétences, les connaissances, le pouvoir de mettre ces sujets au cœur du réacteur. Et puis finalement de transformer, parce que c'est ça qui va être important pour l'entreprise demain et qui correspond et qui permet peut-être de répondre à cette question d'alignement dont on parlait tout à l'heure, de pourquoi on travaille. Et c'est peut-être ça la question que j'ai envie que vous vous posiez tous et que je retiens de cet échange, pourquoi on travaille et du coup se remettre un petit peu en question là-dessus pour les sujets qui comptent. Parfait. À vous, Pierre. C'est à moi. Alors, je vais rebondir sur deux mots qui ont été prononcés aujourd'hui. Donc, sur le transgénérationnel, je pense qu'effectivement, le transgénérationnel, il va être évident si effectivement l'entreprise elle a un but, elle a une mission qui est adaptée et adoptée par l'ensemble du personnel, des personnes qui y travaillent. Ce qui fait qu'à ce moment-là, quelque part, il n'y a plus de problème puisque tout le monde va ramer dans le même sens pour faire avancer. Et il n'y aura plus d'ailleurs de questionnement sur... les jeunes seront comme les autres salariés de l'entreprise qui ira quelque part et peut-être... Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'a ce qui m'a interpellé, c'est un moment où tu disais... tu citais quelques grandes entreprises américaines qui ont des chiffres d'affaires, des chiffres d'affaires et ou des valorisations boursières phénoménales, bien supérieures à plein d'entreprises. Et ça, quelque part, je pense que c'est un petit peu inquiétant parce que la transformation de ces gens-là, quelque part, elle n'est pas... comment dire, c'est pas comme dans un pays où il y a de la démocratie, où les gens peuvent voter, puisque c'est pas, dans les entreprises, c'est pas la démocratie. Hein, c'est les actionnaires qui eux, pilotent l'entreprise. Et cette transformation va être quelque part un peu, je pense, difficile à faire, et elle rejoint les inquiétudes que j'avais en début de table ronde. Voilà. Parfait, merci. Samia ? Oui. Alors, moi, je vais partager avec vous quelque chose de personnel. Jamais dans ma vie, je ne me suis sentie aussi utile, et en même temps, c'était très compliqué pour moi qu'au moment où j'étais en train de rédiger ma thèse. Et j'avais un directeur de thèse qui est formidable et qui me disait tu ne peux pas résoudre tous les problèmes, mais en quoi le monde sera meilleur quand tu auras fait ce que tu auras fait? Et je pense que quand on est jeune et qu'on finit sa formation, ses études ou pas, ou en tout cas qu'on se cherche et qu'on veut travailler, je pense que ça serait magnifique si on peut leur offrir l'opportunité de dire en quoi le monde serait meilleur si je fais mon travail que je fais aujourd'hui. Quel que soit ce travail. Et parce que se réveiller le matin pour s'asseoir devant une caisse, ou se réveiller le matin pour contribuer à une meilleure éthique du numérique, etc.,
quelque part, quel est le sens de ce que je fais et dans quelle mesure ça me rapporte et je contribue à ce que le monde soit meilleur. Et de toute façon, on a besoin que le monde soit meilleur parce qu'il ne peut pas être pire que ce qu'il est aujourd'hui. Il ne devrait pas, en tout cas. Pour faire rapide, je dirais, en fait, dans le monde de la tech, on a quand même un public où vous avez un peu de l'or entre les mains. Il y a 90%, selon l'étude que je citais de Stack Overflow, il y a 88% des développeurs qui codent en dehors de leurs horaires de travail. Donc il y a vraiment un secteur de passionnés et je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que du coup, c'est des gens qui sont potentiellement motivés par leur boulot. Deux, c'est réfléchir à sa raison d'être. Ça peut permettre aussi, justement, avec ce public-là, de l'orienter, et ça c'est mon biais, mon avis personnel, mais enfin pas que personnel, mais l'importance des sujets sociaux, environnementaux, et de se dire comment est-ce que votre entreprise peut travailler sur ces sujets pour aussi avoir un impact sur ces jeunes et ces moins jeunes, on va dire ces jeunes dans la tête, pour qu'ils s'intéressent à ces sujets et se mettent en action. Et si ça vous intéresse, on travaille sur ça avec Latitude. On a notre campagne de recrutement d'entreprises dans notre communauté pour 2023. Et au-delà de ce qu'on fait, si ça vous intéresse et que vous avez des sujets précis, on a la chance de connaître beaucoup d'organisations qui travaillent sur les impacts du numérique, et donc avec plaisir pour vous recommander, pas que nous, mais aussi tous les amis de l'écosystème qui travaillent sur ces sujets-là. Parfait, merci. Muriel, du coup, très brièvement, pour qu'on puisse très répondre brièvement. quelques questions. Non, vous dire que l'entreprise, encore une fois, finalement, doit rester puissamment ancrée dans des valeurs majeures, doit être responsable, doit être engagée, doit être citoyenne, doit être républicaine aussi, et doit donner l'opportunité exceptionnelle à tout à chacun, c'est-à-dire tous ses collaborateurs et ses collaboratrices, à oser être et à oser devenir dans le parcours qu'ils choisissent, et en leur autorisant effectivement cette liberté, et puis surtout être à l'écoute en toute bienveillance, et puis faire en sorte que l'entreprise effectivement réponde à leurs attentes en toute légèreté, en toute simplicité, je dirais presque. Parfait, merci beaucoup. Du coup, on a un petit peu de temps pour prendre quelques questions dans l'audience, s'il y en a. Par contre, il faudra essayer de vous déplacer vers le micro l'un après les autres. Je vais vous passer le micro. Bonjour. Il y a un angle mort que j'entends pas depuis tout à l'heure, c'est la question de la gouvernance des entreprises. L'entreprise est gérée par les actionnaires. En fait, il y a aussi des entreprises dont les actionnaires sont les salariés. En fait, j'ai une quinzaine d'années d'entrepreneuriat derrière moi. Je suis développeur. J'ai recruté des développeurs dans des entreprises avec des modes ringards classiques. En fait, c'était la galère pour recruter des développeurs. Depuis 1 an, j'ai monté une scope de développement web, et maintenant on a des candidatures spontanées de profils super. Et je crois que derrière tous les éléments de langage, de bienveillance, de baby-foot, d'école, etc., mais il y a juste quels sont les deltas de salaire. Est-ce qu'ils sont affichés? Chez nous, on s'est décidé sur un delta 3. Je serais curieux de savoir le delta chez OnePoint. Et est-ce que c'est affiché? Et ensuite, qui prend les décisions? Est-ce que ce sont les salariés qui prennent les décisions de manière démocratique, ou est-ce que ce sont des investisseurs extérieurs, ou bien un board, un COMEX, des gens qui finalement ne travaillent pas la terre? Je vais répondre. Merci beaucoup pour cette question. Alors, il se trouve que chez OnePoint, vous êtes bien tombé en posant cette question, parce que tous les collaborateurs sont les investisseurs, sont au capital de la société. Aujourd'hui, jusqu'à 3 ans, c'était les partenaires. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 3 grades horizontalisés: associate, leader, partenaire. Partenaires sont tous actionnaires, je le suis. On a ouvert le capital aux leaders et on l'ouvre maintenant aux associates. Et tout est débattu entre ce qu'on peut appeler le COMEX Office et les collaborateurs, depuis l'associate jusqu'aux partenaires. Et les deltas? Et les deltas, je laisserai le DRH répondre à cela, mais je pense que de toute façon, c'est profondément partagé avec les salariés, puisque c'est la raison d'être de OnePoint que d'être dans le partage entre ce qu'on vous appelez le COMEX et puis ses salariés. La prochaine question. Je suis plus petite. Bonjour, merci à tous. C'était très intéressant. Je trouve que ça soulève beaucoup de questions et je questionne même la question en elle-même.
qu'est-ce que les jeunes attendent des entreprises? Comment on en arrive à se poser cette question? Et j'aimais beaucoup ce que vous avez dit sur le fait que si l'entreprise n'arrive pas à attirer de nouvelles personnes, il y a des questions à se poser. Mais pour aller au bout de ma pensée ici, j'ai l'impression aussi que l'ère du numérique a apporté une cohésion à cette nouvelle génération, leur a donné une voix et une prise de conscience collective, et aujourd'hui qui leur permet, à l'instar de la société à grande vitesse dans laquelle on est, de demander des changements rapides. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, ces changements, puisqu'on parle de bien-être au travail, dans un contexte d'anxiété écologique, financière, politique, finalement, ce que réclament les jeunes, comme on les a appelés jusqu'ici, est-ce que ça ne profite pas à toutes les générations? Est-ce que ce n'est pas ce que toutes les générations voulaient, mais que les générations d'avant ne se sentaient pas légitimes ou n'avaient pas la voix pour le demander? Ou le demander autrement. Ou le demander autrement. Une question de conscience aussi, comme je disais, tout le monde est en mutation, je pense qu'on se remet tous en question tous les jours. Donc c'est aussi dans quel contexte on a grandi, avec quelles conditions, quel modèle proposé, quel contexte économique, etc., etc. Je pense que évidemment, moi je dis toujours, quand on parle de jeunes, de faire super attention. C'est juste une population, déjà on ne peut pas faire de généralité, et puis c'est une loupe sur ce qui se passe ailleurs, ça c'est évident. Et pour reprendre, je me permets de te tutoyer, mais pour reprendre ta question, je pense que ce qui compte, c'est l'action, en fait. C'est ce qui compte, c'est cette question de j'arrive à l'alignement au sens noble du terme, l'engagement et notamment l'engagement professionnel. C'est toute une palette, en fait, de leviers, de possibilités. Pourquoi reprocher à un salarié à qui ça va très bien de faire ses horaires purs et durs et d'arrêter quand il rentre chez lui pour s'occuper de ses enfants, pour faire, je sais pas, une passion, etc. On ne peut pas lui reprocher. Si c'est lui ce qu'il a envie de faire, c'est fine. Et de l'autre côté, pourquoi critiquer avec beaucoup de cynisme les militants les plus endurcis qui, en ce moment, sont pas mal dans les médias? En fait, s'engager, c'est un peu la réponse qu'on a à ce qu'on est en train de vivre. Et au travail, bah, ça va prendre plein de visages différents. Et pour reprendre la question des scopes, je pense que pour certains, c'est la bonne proposition, c'est le bon pacte. Je veux être partie prenante de mon entreprise, je veux être actionnaire, je veux prendre part aux décisions. Pour d'autres, ça sera moins le sujet. Tout ce qui compte, c'est, je pense, la transparence, la communication, une certaine humilité aussi, et savoir dans quoi on met les pieds, savoir dans quoi c'est quoi ce pacte, et d'être bien conscient des deux côtés, des conditions qui en font partie. Si moi, je vais bosser chez L'Oréal demain, en sachant précisément ce qu'on attend de moi et ce que je vais pouvoir faire, et que après, à moi de me regarder dans la glace et de me dire, en fait, c'était mon choix. Et cette notion de choix, je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Toutes générations confondues, ce qui compte, c'est l'action, c'est pourquoi on le fait. La notion de l'ikigai peut être un exercice super intéressant pour y arriver. À la fin, c'est pas une question de jeunes ou de moins jeunes ou d'entreprise vs le reste du monde. C'est globalement avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de pragmatisme et se mettre en action pour mettre des choses en place et commencer à tacler ensemble les sujets qui comptent. Est-ce qu'on a une autre question? Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est parfait, parce qu'on est déjà 5 minutes passé le délai. Mais vous pouvez toujours, les intervenants resteront sur le salon un petit peu. Donc si vous voulez interagir avec les personnes qui ont pris parole aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire. Juste pas dans cette salle. Merci Maud.